Le chapitre 2 que nous allons commencer aujourd'hui concerne l'élaboration de son concept d'enseigne, c'est-à-dire l'ensemble des éléments qui rendent un magasin unique, qui caractérisent son offre commerciale et qui le rendent unique aux yeux du consommateur. Alors, nous allons commencer par quelques exemples. Si je vous dis, par exemple, Décathlon, à quoi ça vous fait penser? Alors, très probablement, vous allez me dire au sport, peut-être aux marques passion, aux produits bleus, à la tente Quechua. Il y a un certain nombre d'éléments qui vont vous venir en tête quand on va évoquer Décathlon. Si je vous dis Sport 2000, vous allez me dire sport, mais vous allez peut-être avoir moins d'idées à associer à Sport 2000. C'est une enseigne que vous connaissez un peu moins en général. Si je vous dis Ikea, vous allez me dire meubles, vous allez me dire parcours imposé, vous allez me dire des petits prix, vous allez me dire suédois, jaune et bleu, donc un certain nombre d'éléments, des cuisines à monter soi-même, un certain nombre d'éléments qui vont vous venir, assez nombreux en fait, qui vont vous venir à l'esprit. Par contre, quand je vous dis Monsieur Meuble, probablement vous avez un peu moins. Alors ça, vous voyez bien qu'il y a meubles et que c'est probablement un magasin de meubles, mais il y a moins de. Vous associez ça à cette enseigne, il y a beaucoup moins d'éléments. En général, vous connaissez moins bien l'enseigne. Pour autant, il y a plus de magasins Monsieur Meuble en France qu'il n'y a de magasins Ikea. Si je vous dis Leroy Merlin, vous allez me dire bricolage, vous allez me dire décoration, atelier de bricolage, produits bien présentés en magasin, du verre. Là aussi, vous allez avoir un certain nombre d'associations qui vont vous venir à l'esprit. Brico Dépôt, en général, c'est une enseigne qui vous parle un peu moins. C'est aussi du bricolage, mais c'est une enseigne qu'en général, vous fréquentez beaucoup moins. Et c'est assez normal puisque c'est plutôt une enseigne qui s'adresse à des professionnels du bricolage. Enfin, si je vous dis Damar, peut-être que ça vous parle, ça vous fait peut-être penser à un magasin de textile un peu technique, Damar thermolactyle, ça fait vieux, ça s'adresse plutôt à une cible un peu plus âgée, donc peut-être que vous associez ça à quelque chose de vieux. A contrario, Uniqlo, ça vous fait penser à une marque plus jeune, à des vêtements de couleur, à des doudounes. Donc, vous associez ça à des éléments que vous connaissez un peu mieux. Si on revient sur ces deux exemples-là, Ikea et Monsieur Meuble, Ikea et Monsieur Meuble appartiennent au même concept de magasin, c'est-à-dire une GSS, une grande surface spécialisée. Mais Ikea et Monsieur Meuble, ce sont des concepts d'enseigne qui sont différents parce que la proposition commerciale de chacune de ces enseignes est différente. Et donc, on va percevoir les enseignes comme étant différentes l'une de l'autre. Donc, même concept de magasin, mais concept d'enseigne différent. Alors, parmi ces enseignes, les enseignes que l'on vient de citer, il y a celles que vous connaissez, un peu, beaucoup, ou alors pas du tout. On a évoqué ensemble Décathlon ou Ikea, que probablement vous connaissez bien, mais Monsieur Meuble, Brico Dépôt, Damar, que vous connaissez sans doute un peu moins bien. Quand on parle de niveau de connaissance, on parle de notoriété. Autrement dit, quelle est la proportion de la population qui connaît la marque Damar, enfin l'enseigne Damar, par rapport à l'ensemble de la population interrogée. Donc, quand on parle de notoriété, c'est une variable qui est quantitative. On mesure le niveau de connaissance d'une enseigne. Je connais l'enseigne ou je ne la connais pas. Quand on évoque les associations que vous pouvez faire à l'enseigne, c'est-à-dire quand on revient sur l'enseigne Décathlon, Quechua, Marque Passion, sport, essai des produits, etc., vous allez parler d'une image. C'est un magasin qui propose
beaucoup de produits de sport différents, à des prix qui sont accessibles. Donc, vous allez associer un certain nombre d'éléments de connaissances à l'enseigne dont on va parler. Et donc, vous pouvez avoir beaucoup de choses à dire ou peu de choses à dire. Vous pouvez avoir des choses à dire qui sont positives ou qui sont négatives en fonction de chacune de ces enseignes. On parle ici de l'image des magasins. Donc, l'image correspond à une variable qui est qualitative et qui représente la manière dont vous représentez l'enseigne à l'esprit par rapport aux enseignes concurrentes. Si on associe à la fois la notoriété, c'est-à-dire la présence de l'enseigne à l'esprit, je connais ou je ne connais pas, et l'image, c'est-à-dire la perception que j'ai de l'enseigne, et qu'on associe les deux variables, on obtient ce qu'on appelle en marketing le capital enseigne. Le capital enseigne, c'est l'ensemble des associations que vous allez avoir sur une enseigne qui peuvent être favorables ou défavorables et qui sont uniques, c'est-à-dire caractéristiques d'une enseigne en particulier. Le capital enseigne représente autrement dit la valeur ajoutée perçue que le consommateur va avoir d'une enseigne. Et ce qui est important pour le client quand il choisit un magasin, quand il choisit une enseigne, c'est bien la valeur qui est perçue et donc qui va lui donner envie d'aller visiter une enseigne ou pas. Ce qui m'intéresse, c'est de choisir une enseigne pour laquelle je pense obtenir le maximum de bénéfices. Cette valeur, elle est de trois niveaux. Elle est d'abord d'un premier niveau qui est la valeur utilitaire. La valeur utilitaire, elle correspond à la capacité de la marque à proposer un bon rapport qualité-prix. C'est la première valeur que l'on va percevoir d'une enseigne. La deuxième valeur que l'on va percevoir, c'est ce que l'on appelle la valeur hédonique. La valeur hédonique, c'est la capacité de la marque à procurer du plaisir, à procurer de la distraction aux clients. Et enfin, la troisième valeur, c'est ce que l'on appelle la valeur symbolique. C'est la capacité de la marque à contribuer à l'expression de soi. Quand je vais chez Uniqlo et que j'achète des produits Uniqlo, je renvoie une image de moi qui est différente de celle que je vais renvoyer quand je vais acheter un produit chez Zara, par exemple, ou un produit chez Hermès, etc., etc. Donc, la valeur symbolique correspond bien à l'image que la consommation que j'ai dans cette enseigne va pouvoir représenter socialement dans mon entourage. Alors, un capital enseigne fort, ça sert à quoi finalement? Et pourquoi on cherche à construire un capital enseigne fort? Alors, une enseigne forte permet d'obtenir différents types d'avantages. Le premier avantage, c'est en ayant une perception très particulière dans l'esprit des consommateurs, une image unique, différenciée, et en renvoyant une valeur qui est importante, ça permet de mieux résister à la concurrence. Quand vous avez une enseigne qui ne représente rien dans l'esprit des consommateurs, c'est une enseigne qui est moins visitée, moins fréquentée et donc qui résiste moins bien à la concurrence. Le deuxième intérêt, c'est un intérêt vis-à-vis des clients. L'attractivité est supérieure quand vous avez une enseigne qui est forte, ça fait venir plus de monde. Et puis, la sensibilité au prix est plus faible. Une enseigne qui est forte dans l'esprit des consommateurs va pouvoir se permettre de proposer des prix en général qui sont un petit peu plus élevés parce que le client est prêt à mettre le prix pour pouvoir accéder à des produits en provenance de cette enseigne. Le troisième intérêt, il est vis-à-vis des fournisseurs, puisque quand vous êtes une enseigne forte, les marques qui cherchent à se faire distribuer au sein de cette enseigne
vont accepter des négociations qui ne sont pas toujours en leur faveur pour pouvoir être présentes dans cette enseigne. Donc, le pouvoir de négociation que vous allez avoir vis-à-vis des marques, vis-à-vis des producteurs, va être d'autant plus important que votre enseigne est forte. Aujourd'hui, pour prendre un exemple dans le domaine alimentaire, Leclerc est l'enseigne en France qui a la plus grande part de marché, donc l'enseigne est forte. C'est l'enseigne qui est la plus fréquentée aujourd'hui par les clients français dans le secteur alimentaire. Une marque comme Coca-Cola, par exemple, qui n'arriverait pas à négocier ou qui aurait des difficultés à négocier avec Leclerc, va se couper de 21% à peu près du marché français. Donc, c'est compliqué de se dire que quand on est une grande marque ou une marque moyenne, on ne peut pas être présent parce qu'on n'arrive pas à négocier, on ne peut pas être présent dans cette enseigne. Donc, plus vous avez un capital enseigne qui est fort, plus en général vous avez une part de marché qui est élevée et plus vous allez avoir un pouvoir de négociation qui va être fort avec vos fournisseurs. Et puis enfin, une marque qui a un capital enseigne fort va avoir un potentiel d'expansion qui est plus important, c'est-à-dire la capacité à se développer sur le territoire national ou à l'international, donc ça c'est le développement intra-formule, un hypermarché qui se développe, c'est un développement intra. Ou alors une capacité à se développer avec des formules de vente qui sont différentes. Donc, on parle d'interformules. Par exemple, Monoprix, à partir du moment où Monoprix a réussi à développer un capital enseigne fort, il peut développer Beauty Monop, il peut développer le concept Monop. Carrefour, qui a un capital enseigne fort, peut développer l'enseigne Carrefour Market, Carrefour Express, Carrefour Montagne, etc., etc. Donc, on capitalise autour de l'enseigne Carrefour. Alors, comment on fait pour construire un capital enseigne fort? Parce que c'est bien de dire que quand on a un capital enseigne fort, on résiste mieux sur le marché, on attire davantage la clientèle. Mais la question qui suit, c'est finalement comment on le construit, ce capital enseigne. Alors, un capital enseigne, ça se construit d'abord en essayant de conférer à l'enseigne une véritable personnalité. Cette personnalité, on va l'obtenir en suscitant chez le consommateur cette idée, cette croyance que en allant consommer dans cette enseigne, fréquenter cette enseigne, acheter des produits dans cette enseigne, on va y trouver une offre qui est différenciée, qui est attractive, qui est unique. Et on a cette croyance que en allant dans une enseigne en particulier, on va trouver des produits qu'on ne peut pas trouver ailleurs. Et donc, au final, l'objectif pour pouvoir construire un capital enseigne fort, c'est de faire des choix qui vont être lisibles, c'est-à-dire compréhensibles par les clients. On doit faire des choix sur l'ensemble des éléments de la politique commerciale. Donc, des choix en termes de produits, des choix en termes de prix, des choix en termes de merchandising, des choix en termes de communication, etc., etc. Ce sont les éléments sur lesquels on va travailler et ce qui va nous intéresser dans la suite de la présentation, c'est l'ensemble des éléments sur lesquels on va pouvoir travailler, que l'on va choisir pour pouvoir proposer au consommateur une offre commerciale qui va être intéressante de son point de vue et qui va être unique, c'est-à-dire différenciée. Le concept d'enseigne, il se fonde sur deux types de composantes. Des composantes qu'on qualifie de composantes stratégiques. Donc, on va définir une stratégie. Ce sont les composantes qui apparaissent à l'écran. Donc, ces composantes, elles appartiennent au socle stratégique. C'est avoir une vision. On va revenir sur l'ensemble de ces éléments, mais il faut avoir une vision, c'est-à-dire une ambition, une idée de ce que l'on veut proposer sur le marché. Il faut aussi disposer de compétences clés, c'est-à-dire d'un savoir-faire qui est unique, qui est différent de celui qui est possédé par les concurrents. Et puis en général, un concept d'enseigne s'adosse à une formule de magasin, c'est-à-dire est-ce qu'on est plutôt un petit commerce spécialisé, une grande surface spécialisée, un hypermarché. Donc la formule correspond au concept de magasin.
Cette réflexion stratégique que l'on va avoir sur ce que l'on sait faire et ce que l'on veut faire, les compétences clés et la vision, vont nous permettre de définir un positionnement, c'est-à-dire la manière dont on veut être perçu dans l'esprit du consommateur sur le marché par rapport aux autres enseignes. Ça, c'est la définition stratégique de ce que l'on veut faire d'un magasin. Ensuite, on va avoir des composantes opérationnelles, c'est-à-dire la mise en œuvre par rapport à la stratégie que l'on a, comment on va déployer sur le marché. Ces composantes opérationnelles, elles se déclinent en 5 grandes composantes. La localisation, donc on va revenir aussi sur ces composantes. Donc la localisation du magasin, où est-ce que je veux implanter mon ou mes magasins, plutôt en centre-ville, plutôt en périphérie, plutôt dans des centres commerciaux, etc. etc. L'offre commerciale est elle-même élaborée à partir de différents éléments. Donc, on va revenir, le produit, le prix, le merchandising, les services. Le modèle économique. Le modèle économique répond à la question comment je gagne de l'argent. Donc, comment je fais pour avoir un concept d'enseigne qui soit viable sur le long terme. La communication, donc comment je fais pour communiquer, à la fois pour attirer des clients, pour communiquer quand les clients sont là et pour développer le panier moyen, et comment je fais pour communiquer, pour faire revenir les clients en magasin. Et enfin, comment je réfléchis aux interactions que je vais proposer à mes clients sur le point de vente, et ces interactions, elles peuvent être à la fois technologiques et humaines. Donc, on va revenir sur chacun de ces éléments pour bien comprendre quelles sont les composantes stratégiques dans un premier temps et ensuite quelles sont dans le détail les composantes opérationnelles. Et on utilisera un exemple de l'enseigne IKEA pour comprendre comment le concept IKEA est construit aujourd'hui et quelle est la proposition commerciale qui est mise en œuvre. Alors, si l'on revient sur les composantes stratégiques, on disait tout à l'heure que le socle stratégique était d'abord composé de ce qu'on appelle la vision. Autrement dit, la vision, c'est bien ce que je veux apporter sur le marché. Donc, quelle est mon ambition? Quelle est ma motivation? Qu'est-ce que je veux proposer? Il faut bien vous dire qu'un concept de magasin est toujours créé par une personne, par un individu. Cet individu, quand il crée un magasin, il a une idée au départ. L'idée, c'est de se dire qu'est-ce que je veux apporter sur le marché qui n'existe pas aujourd'hui et qui serait susceptible d'intéresser les consommateurs français ou à l'international. Par exemple, si on revient sur le concept de l'enseigne Nature et Découverte, Nature et Découverte a été créée dans les années 90 par Françoise et François Lemarchand, qui étaient des passionnés de nature, de trekking. Et Françoise et François Lemarchand avaient cette envie, cette ambition de remettre de la nature au cœur des villes. Parce qu'ils considéraient que quand on était citadin, quand on vivait dans des zones urbaines, on était déconnecté de la nature, éloigné de la nature. Et donc, leur ambition avec la création du magasin Nature et Découverte a été de créer des oasis de nature à l'intérieur des villes. Donc, et de partager en fait cette passion pour la nature. Donc ça, c'est ce que l'on appelle une vision. La deuxième chose, c'est que pour pouvoir développer quelque chose qui est unique, qui est différent de ce qui existe chez la concurrence, en général, il faut disposer d'un savoir-faire. C'est ce que l'on appelle les compétences clés. Le savoir-faire, c'est, si on reprend cet exemple de Nature et Découverte, c'est la capacité à aller dénicher des produits qui sont des produits en lien avec la nature, mais il faut avoir cette capacité à dénicher ces produits, à aller les trouver, à aller les chercher, et cette capacité à négocier auprès de fabricants des produits qui sont susceptibles d'être vendus en ville. Autre compétence clé de Nature et Découverte, c'est le marketing sensoriel. Nature et Découverte a été une des premières enseignes à développer le marketing sensoriel, donc à proposer en magasin
des environnements avec des stimulations à la fois olfactives, donc les odeurs que l'on peut avoir dans le magasin, des stimulations visuelles, différentes couleurs proposées dans le magasin, des stimulations auditives. Vous avez des musiques, vous avez des bruits d'eau, des bruits de nature. Donc, des stimulations gustatives aussi, hein, quand vous allez chez Nature et Découverte, vous avez la possibilité de déguster un thé ou une infusion. Donc, la mise en place d'un marketing sensoriel qui représente en fait un savoir-faire très particulier, hein. Tout le monde n'était pas capable à l'époque, et tout le monde ne le fait pas encore aujourd'hui, de proposer ces différentes stimulations dans un magasin. Donc ça, c'est la deuxième chose, c'est comment je peux mettre en place un concept particulier, donc déployer une vision, tout en ayant des compétences, des savoir-faire qui me sont très particuliers. Et puis enfin, il faut s'adosser à un concept de magasin. Donc pour l'exemple de Nature et Découverte, la formule de magasin ou le concept de magasin, c'est plutôt un petit commerce spécialisé. On n'est pas sur un grand commerce spécialisé. Donc l'idée, c'est de dire, je vais plutôt déployer ma vision sur un concept qui est un concept de petit commerce spécialisé. La dernière chose qui appartient aux composantes stratégiques, c'est le positionnement. Donc, je vous rappelle, vous l'avez vu l'année dernière en marketing, que le positionnement, c'est l'ensemble des choix stratégiques qui visent à obtenir une position qui est à la fois crédible, attractive et différente auprès des consommateurs, hein, dans l'esprit des clients, sur un marché donné. Donc, par rapport aux concurrents, avoir un positionnement clair, c'est avoir la garantie que le consommateur vous perçoive de manière unique, différente par rapport aux enseignes concurrentes. Ce positionnement, il est obtenu par le choix que l'on va pouvoir faire sur différents éléments de politique commerciale, sur le produit. Ça peut être sur la rareté, sur la composition, sur le mode de fabrication, par exemple, des produits que l'on va proposer. Donc, en fonction des choix que l'on va faire, des produits que l'on trouve partout ou des produits que l'on ne trouve pas partout, vous allez diffuser une image qui va être différente auprès des clients. Ça peut être sur la politique de prix, donc la décision que vous allez prendre sur le prix facial. Le prix facial, c'est le prix qui est affiché en magasin. C'est les différentes opérations de communication que vous allez proposer. Si on fait beaucoup de promotions ou pas beaucoup de promotions, si on a toujours le même prix, par exemple, vous allez donner une image de vous qui ne va pas être tout à fait la même. Par exemple, dans les magasins de luxe, il y a très peu d'opérations promotionnelles. Alors, au moment des soldes, vous allez avoir des produits qui vont être soldés, et parfois même, vous avez certaines enseignes qui ne font jamais de soldes. Ça peut être aussi, le positionnement, il peut aussi venir des choix que l'on fait au niveau de la distribution, au niveau du maillage du territoire. Le maillage, c'est est-ce que je veux être présent partout, est-ce que je suis présent simplement dans quelques endroits, dans 3 ou 4 grandes villes, par exemple. Plus je suis présent, plus je risque d'avoir un positionnement un peu dilué. Sur la localisation de mes points de vente, est-ce que je choisis d'être plutôt dans les villes? Est-ce que je choisis plutôt les artères très commerçantes, donc les emplacements plutôt numéro 1, ou est-ce que je suis plutôt dans des rues qui sont plutôt secondaires? Est-ce que je suis implantée plutôt dans les centres commerciaux, plutôt dans les centres-villes, plutôt dans les quartiers assez riches, où il y a d'autres enseignes plutôt positionnées haut de gamme, ou alors est-ce que je suis plutôt dans des quartiers populaires? Et puis la distribution, c'est aussi la façon dont je vais vendre dans les magasins, donc la mise en scène que je vais choisir, le merchandising, les modes de vente. Est-ce qu'on a plutôt des produits qui sont accompagnés, ou alors on a plutôt des produits en libre service et le client se sert tout seul, donc pas de conseils apportés à la clientèle. Et puis enfin, au niveau de la communication, les choix que je vais faire en termes d'objectifs de communication, en termes de support, sur quoi je vais communiquer, et en termes de fréquence, de récurrence, est-ce que je fais beaucoup de communication très souvent ou alors peu de communication, vont également alimenter le positionnement du magasin.
Au-delà des composantes stratégiques, ben, on a 5 composantes opérationnelles sur lesquelles on va pouvoir faire des choix pour pouvoir construire son concept d'enseigne. Au niveau de la localisation, avant de décider de l'implantation de mon magasin, je vais me poser la question de savoir quelle est ma mission, et donc si je suis plutôt un magasin de réapprovisionnement ou un magasin de dépannage. Donc, quel est mon rôle, ma mission? Est-ce que c'est de réapprovisionner le client et donc de lui proposer des produits en quantité importante parce qu'il doit remplir son frigo, son placard, ou est-ce que je suis plutôt un magasin de dépannage? Donc, si on prend le domaine alimentaire, les hypermarchés sont plutôt des magasins de réapprovisionnement, alors que les magasins comme Monop ou comme Franprix sont plutôt des magasins de dépannage. Et donc, en fonction de ma mission, plutôt du réapprovisionnement, plutôt du dépannage, je vais choisir de m'implanter plutôt en périphérie parce que si je suis un magasin de réapprovisionnement, je vais avoir un assortiment très important, donc une surface très importante. Et j'ai plutôt intérêt à m'implanter en périphérie parce que les terrains sont moins chers. Par ailleurs, comme j'ai beaucoup de produits à proposer aux clients, j'ai probablement un pouvoir d'attraction qui est plus important et donc je sais que le client va faire l'effort de venir en périphérie. Alors que si je suis un magasin de dépannage, il faut que je sois proche des clients parce que le client ne prendra pas sa voiture pour aller acheter un pot de moutarde s'il il lui manque un pot de moutarde. Et puis, en fonction de ma localisation, je vais cibler différents types de clients. On parle de clients de flux, de clients de trafic ou de clients de trafic induit. Les clients de flux sont les clients qui rentrent chez vous parce que vous êtes sur leur passage, vous êtes sur leur trajet de déplacement. Donc, un client va aller chez Franprix parce que Franprix est sur son passage. Donc, Franprix a plutôt affaire à des clients de flux. Un client de trafic, c'est un client qui vient spécialement pour le magasin. Donc, Decathlon, Ikea, Carrefour sont des magasins, sont des enseignes qui disposent d'une clientèle de trafic. La clientèle vient en général spécifiquement pour ces enseignes-là. Et puis, on peut aussi bénéficier d'une clientèle qu'on appelle une clientèle de trafic induit. Par exemple, tous les magasins qui sont dans des zones de transit, c'est-à-dire dans des gares, dans des aéroports, bénéficient d'une clientèle de trafic induit. C'est-à-dire que la clientèle, elle ne vient pas prioritairement pour vous, mais elle va venir chez vous parce qu'elle vient prendre un train ou parce qu'elle vient prendre un avion. Dans un centre commercial, on bénéficie aussi d'une clientèle de trafic induit. La clientèle, elle vient pour visiter le centre commercial et elle va en profiter pour aller voir différents types de magasins, dont le vôtre, parce que vous êtes implanté en centre commercial. Mais si vous étiez implanté dans une rue, dans un centre-ville, elle ne viendrait pas forcément chez vous. Le deuxième élément est l'offre commerciale. Donc, dans l'offre commerciale, on va avoir des décisions à prendre à la fois au niveau de l'assortiment, donc quel type de produit je vais proposer dans mon magasin, quel type de marque. Je ne développe pas de manière importante ici parce que vous allez avoir des chapitres qui vont être destinés à l'analyse de l'offre, donc on reviendra très très largement sur l'assortiment un petit peu plus tard. On va aussi prendre des décisions sur les services qui vont être associés. Dans un magasin, on propose des produits, mais on peut aussi proposer des services. Donc là aussi, on reviendra sur les services associés. On propose aussi, on définit aussi des prix. Donc, est-ce que je veux plutôt, si je suis positionnée entrée de gamme, quels doivent être les prix proposés aux clients? Si je suis moyenne gamme ou si je suis haut de gamme, je vais avoir une politique de prix qui va être plus élevée. Et je peux décider aussi soit de proposer un seul niveau de prix, soit de proposer différents niveaux de prix pour m'adresser à une clientèle un peu plus large et permettre à des clients de pouvoir choisir plutôt des prix bas ou des prix un petit peu plus élevés en fonction des produits que je souhaite choisir. Et puis dans l'offre commerciale, il y a aussi toute la mise en scène, autrement dit le merchandising, la manière dont je vais
présenter les produits en magasin, qui peut être assez sommaire, par exemple dans les magasins de hard discount, ou alors une présentation qui peut être beaucoup plus sophistiquée. Quand vous allez à la grande épicerie du bon marché, on a des produits alimentaires qui sont présentés de façon très, très esthétique. Là aussi, on reviendra sur la mise en scène et sur le merchandising des produits. Donc, premier élément, la localisation. Deuxième élément où j'ai des choix à faire sur le plan de la mise en œuvre, sur le plan opérationnel, l'offre commerciale. Donc, l'assortiment, les produits, les services, le prix et le merchandising. Troisième élément sur lequel il va falloir que je fasse des choix, c'est le modèle économique. Le modèle économique, je vous disais tout à l'heure, c'est la manière dont on gagne de l'argent. Et pour ça, on a deux types de stratégies. Une stratégie de domination par les coûts, une stratégie de différenciation. Dans la stratégie de domination par les coûts, ce qui va orienter mes choix dans les décisions que je vais prendre au niveau de ma politique commerciale, c'est comment je peux faire pour diminuer au maximum les charges et pour faire en sorte de proposer des produits qui soient au prix le plus bas possible pour les clients. A contrario, dans une stratégie de différenciation, la décision est plutôt de voir comment je peux proposer des produits et des services différenciés pour pouvoir avoir des marges qui vont être plus importantes. Et la manière dont je gagne de l'argent, ça n'est pas par le volume dans la stratégie de différenciation, c'est par la marge unitaire. Par contre, dans la stratégie de domination par les coûts, qu'on appelle aussi une stratégie de volume, mon objectif, c'est de réduire les coûts au maximum pour pouvoir baisser les prix avec des marges unitaires qui vont être assez faibles. Et donc, la manière dont je vais gagner de l'argent, c'est par le volume. Donc, l'objectif, c'est de faire venir le maximum de clients parce que les marges unitaires sont faibles. C'est tout à fait la stratégie des hypermarchés. Dans un hypermarché, j'ai des marges unitaires qui sont très faibles, mais par contre, j'ai des quantités qui sont très importantes. Donc, je gagne de l'argent par le volume, par les ventes que je vais faire dans mon magasin. Et puis, pour pouvoir diminuer les coûts, je vais décider de la manière dont je vais impliquer le consommateur. Et le client peut avoir une participation forte ou une participation faible. Dans la participation forte, vous prenez l'exemple d'IKEA, mais le client, il est très sollicité pour participer. Donc, on délègue une partie des coûts au client. Le client, il va concevoir sa cuisine tout seul. Il peut être aidé, mais il peut aussi la concevoir tout seul. Il va aller chercher les produits tout seul. Quand vous êtes dans la zone où vous allez récupérer les produits avant les caisses, vous êtes comme dans un entrepôt. Donc, c'est vous qui prenez les produits. Quand vous passez en caisse et que vous décidez d'utiliser la lecture optique, c'est vous qui scannez les produits. Donc, ce sont autant de coûts qui sont réduits pour pouvoir baisser les prix aux clients. Donc, la manière dont on mobilise le client avec une participation forte ou faible du client va avoir une incidence sur la stratégie que vous avez choisie de domination par les coûts ou de différenciation. Le quatrième élément, c'est la communication. Et donc, dans la communication, je vais devoir choisir des outils de communication qui sont liés au marketing d'entrée, c'est-à-dire à toute la communication que je peux faire pour drainer du trafic en magasin. Quand on parle de marketing d'entrée, c'est quels sont les outils que j'utilise, que je mobilise pour pouvoir faire venir les clients en magasin. Donc, le marketing d'entrée consiste à faire venir les clients en magasin. Le marketing de transformation, qu'on appelle aussi le marketing de sortie, ce sont tous les outils de communication et notamment l'ILV, l'information sur le lieu de vente, la PLV, la publicité sur le lieu de vente. Ce sont des outils que vous voyez dans le cadre du cours de communication qui vont inciter le client à acheter plus. Donc, quand on parle du marketing de sortie ou du marketing de transformation, c'est lié à tous les outils de communication qui permettent d'impacter le panier moyen, donc la dépense moyenne du client. Donc, comment je fais pour faire dépenser plus quand le client est dans mon magasin? Et enfin, le marketing de fidélisation consiste à mobiliser des outils de communication qui incitent le client à revenir en magasin. Et quand je communique auprès du client pour le faire revenir en magasin, je n'utilise pas les mêmes outils de communication et je ne lui dis pas la même chose que quand j'essaie de le faire venir en magasin pour la première fois. Enfin, concernant les interactions,
Il y a à la fois les interactions humaines, donc comment je décide du profil, de la posture et de l'accompagnement du personnel de vente. Est-ce que je demande à mon personnel de vente d'être très présent ou au contraire d'être plutôt en retrait et de n'intervenir que si le client a une question? En termes de profil, est-ce que je décide d'avoir des vendeurs qui ont des caractéristiques particulières, par exemple, qui maîtrisent les langues, par exemple, qui sont des techniciens. Quand j'ai un magasin d'électroménager ou de hi-fi, par exemple, ben, je peux décider d'avoir des vendeurs qui sont très, très pointus. Quand vous prenez les vendeurs chez Apple, ce sont des vendeurs qui sont de véritables techniciens, qui savent parler des produits. Donc, je dois décider pour pouvoir avoir un positionnement particulier dans l'esprit des gens et une image qui correspond à ce que j'ai envie de véhiculer dans l'esprit des clients. Ben, je dois décider des caractéristiques de mes vendeurs, du personnel de vente, du personnel qui est en magasin et de la manière dont il va interagir avec les clients. Et puis, on a aussi la technologie qui est importante, puisque aujourd'hui, dans les magasins, vous voyez bien qu'on parle de plus en plus de digitalisation des points de vente. On reviendra sur la notion de digitalisation. Tous les outils technologiques, que ce soit les bornes interactives, que ce soit des écrans, la possibilité de télécharger des applications et de pouvoir interagir quand on est en magasin, sont autant de services et de possibilités d'interagir avec le client qui font partie aussi des décisions que je dois prendre pour pouvoir construire mon concept d'enseigne. Alors, si on prend l'exemple d'IKEA, ce que je vous propose, c'est de vous montrer plusieurs photos, plusieurs images qui renvoient finalement à ce que l'enseigne IKEA veut faire de son magasin, veut proposer à ses clients et qui permettent de construire l'image que le client va avoir de l'enseigne IKEA. Alors, en termes de zones de chalandise, on a des zones de chalandise qui sont très, très étendues. IKEA veut parler à des consommateurs de manière très large et donc a besoin, pour pouvoir aussi avoir un modèle qui soit rentable, pouvoir attirer des consommateurs qui viennent de très loin. Donc, on a des zones de chalandise qui sont très étendues. Un magasin IKEA attire les clients sur une zone d'environ 1h30 autour du magasin. Donc, les gens viennent d'assez loin pour visiter le magasin IKEA. IKEA, l'ensemble des magasins IKEA sont implantés en sortie d'autoroute. Là aussi, quand un consommateur vient chez IKEA, en général, il vient pour acheter des produits d'ameublement, alors de la décoration aussi, mais de l'ameublement majoritairement, donc des articles qui sont lourds. Et comme le modèle IKEA consiste à déléguer un certain nombre de coûts aux clients, notamment la logistique, le client vient avec sa voiture pour pouvoir repartir avec ses produits. Donc, il faut que ce soit très accessible en voiture. Et donc, tous les magasins IKEA sont implantés en sortie d'autoroute. Vous avez même des cas où IKEA, c'est l'exemple du magasin de Tours, IKEA a négocié avec la région pour qu'il y ait une sortie d'autoroute qui puisse desservir le magasin IKEA. C'était conditionnel à son implantation dans la ville de Tours. Donc, tous les magasins IKEA, en France, mais partout dans le monde, sont implantés en sortie d'autoroute pour pouvoir faciliter les déplacements et la vente à emporter du client. Des très grands parkings, puisque les clients viennent en voiture, il faut proposer des très grands parkings aux clients pour se garer facilement et que les clients ne passent pas plusieurs minutes à trouver une place. L'idée, c'est aussi, avec cette image, de trouver des produits qui soient des produits un peu ingénieux. Le positionnement d'IKEA est de faciliter le quotidien sur le plan de l'aménagement, faciliter le quotidien de ses clients. Donc, par exemple, vous avez ici un porte-manteau, une patère qui se met sur une porte sans avoir besoin de fixation, donc très facile à mettre en place. Donc, IKEA veut diffuser dans l'esprit du client cette idée de produits ingénieux, de produits
du quotidien, de produits qui facilitent le quotidien de ses clients. On a aussi cette différence qui a été apportée par IKEA et copiée par d'autres enseignes par la suite, qui représentent des mises en ambiance. Donc, les produits ne sont pas présentés selon leur catégorie, donc toutes les chaises avec les chaises, toutes les armoires avec les armoires, mais on a des produits qui sont mis en situation. Donc, un merchandising qui est extrêmement théâtralisé, des produits qui sont très théâtralisés, qui sont mis en ambiance et qui permettent de voir comment on peut utiliser les produits parce qu'ils sont mis en situation. Ça donne des idées au client, ça lui permet aussi de se projeter dans un univers et de lui donner des idées d'usage, d'utilisation des produits qui sont proposés. C'est aussi la facilité du parcours et du choix du client, puisque IKEA met à la disposition des clients des petits blocs-notes gratuitement et des crayons pour pouvoir noter les références de produits et les allées dans lesquelles les clients vont pouvoir trouver les produits à emporter. Là aussi, des étiquettes de couleur, le rouge ou le jaune, pour pouvoir indiquer au client si le produit est en libre service ou alors si le client doit aller chercher son produit une fois la caisse passée. Vous avez des produits qui sont à aller chercher auprès d'un comptoir pour tous les produits volumineux. Donc, des codes couleurs pour indiquer au client si le produit doit être retiré dans la partie à emporter ou alors si le client doit aller chercher ses produits au comptoir. Parce que les clients viennent de loin et parce que souvent ils passent plusieurs heures et c'est tout l'objectif de l'enseigne IKEA, c'est de garder les clients le plus longtemps possible en magasin. Plus les clients passent du temps en magasin, plus ils les achètent. Il y a un restaurant qui est proposé pour permettre aux clients de passer du temps et de se restaurer, sachant que le restaurant n'a pas du tout pour vocation de gagner de l'argent. Les produits qui sont proposés au restaurant sont à un prix très très bas, mais l'objectif, ça n'est pas de gagner de l'argent via la restauration, mais bien de garder le client le plus longtemps possible pour pouvoir ensuite gagner de l'argent sur tous les produits d'ameublement et de décoration qui vont être vendus. Il y a aussi au niveau des services un parc à boules qui est proposé pour permettre aux clients de faire leurs achats dans des conditions assez sereines en laissant les enfants dans le parc à boules et donc de laisser la possibilité aux clients de réfléchir aux achats qu'ils peuvent faire. Et puis, ça permet aussi de positionner le magasin comme le magasin de la famille et les enfants sont contents en général d'aller chez IKEA parce qu'ils savent qu'ils vont pouvoir aller s'amuser pendant que les parents vont faire leurs achats. Vous avez des bornes, on parlait de la technologie tout à l'heure, donc des bornes qui permettent de trouver les produits assez facilement et qui sont disposés dans différents endroits du magasin ou de l'espace libre-service. Des propositions aussi de garantie, 5 ans, 10 ans, 25 ans, pour inciter les clients à acheter tout en étant en situation de confiance. Parce qu'un client qui achète en se disant qu'il a la possibilité de rapporter son produit, que si jamais son produit est cassé au bout de 10 ans ou au bout de 20 ans, il va éventuellement pouvoir se faire rembourser ou se faire échanger son produit. Donc là aussi, on est dans une politique de service qui est très, très développée. Des petits prix, IKEA est positionné prix, même s'il y a des produits qui sont plus chers, mais vous avez une gamme de prix qui permet de diffuser à l'ensemble de la clientèle que l'offre IKEA est une offre qui est très bon marché, très accessible, très démocratique. Cette fameuse clé Allen qui est dans tous les paquets, dans tous les cartons IKEA, parce qu'on demande au client de monter ses produits soi-même et on lui dit que c'est très facile. Il a simplement besoin d'un marteau et d'un tournevis. La clé Allen est fournie dans tous les paquets.
Donc, vous avez quelques images ici qui montrent, qui reflètent ce dont on parlait tout à l'heure, la délégation des coûts au client, hein, dans la première image. Le client, il va chercher ses produits tout seul dans l'espace libre-service. Ensuite, il les transporte chez lui. Il les monte et vous voyez qu'il est même très content de les monter. Alors là, oui, il va dans l'espace libre-service, il récupère tous ses paquets, il ramène ses produits chez lui et en plus, il les monte chez lui et il est très content de les monter. Donc, en plus, Ikea donne le sentiment à un certain nombre de clients que on peut s'épanouir aussi individuellement parce qu'on est capable, on a été capable de monter tout seul son meuble, son armoire, voire sa cuisine. Le catalogue Ikea, qui fait partie du concept, c'est le catalogue qui est le catalogue commerçant qui est le plus distribué au monde. Hein. Il est envoyé dans tous les foyers français au début de la rentrée scolaire. Donc, tous les foyers français reçoivent le magasin Ikea. Et Ikea est un catalogue que l'on garde toute l'année. Ce n'est pas un magazine qu'on regarde et qu'on jette, c'est un catalogue qu'on garde et dans lequel on va revenir régulièrement en cours d'année. Et puis enfin, le personnel, le fameux polo jaune du personnel Ikea, reconnaissable pour pouvoir aller interpeller un vendeur pour éventuellement se faire aider dans le cadre de son parcours d'achat. Dernière chose, vous avez des zones de test. Alors, ce n'est pas dans tous les magasins, mais dans certains magasins, des produits qui sont testés, où là, vous avez une machine qui donne des coups plusieurs fois par jour sur un produit pour mettre en scène la solidité des produits Ikea. Et là aussi, l'objectif est de travailler la confiance du client à l'égard des produits Ikea. Donc, si on résume, vous avez ici différents éléments qui représentent le concept d'enseigne Ikea, avec un socle stratégique qui comprend donc la vision, les compétences clés et la formule. Donc, la vision d'IKEA et donc l'objectif de d'Ingvar Kamprad, qui était le fondateur d'IKEA, qui est décédé il y a quelque temps. Son objectif, sa vision était de rendre le marché du meuble accessible à tous les âges, et notamment à tous les jeunes qui s'installaient. Au moment de la création d'IKEA, il n'existait pas de magasin de meubles bon marché qui permettait aux jeunes qui s'installaient de pouvoir s'acheter des meubles lors de leur emménagement. En général, quand on était jeune, on récupérait les meubles des parents ou des grands-parents, mais il n'existait pas de magasin de meubles bon marché. Et donc, la vision nouvelle d'Ingvar Kamprad a été de proposer un magasin de meubles qui pouvait permettre à des jeunes qui s'installaient de pouvoir acheter des produits neufs. La formule à laquelle s'est adossé Ikea est une grande surface spécialisée, une GSS, hein, puisque l'idée était de pouvoir proposer une multitude de produits sur le marché de l'ameublement et de la décoration. Donc, on s'adosse au concept de magasin, à la formule grande surface spécialisée. Les compétences d'IKEA, c'est à la fois d'être un modèle d'entreprise low cost. Donc, l'entreprise sait maîtriser les coûts, elle sait comment réduire les coûts par de la délégation au personnel, aux clients, par exemple. Elle a un savoir-faire en termes d'innovation et notamment le kit et le paquet plat. Ikea a été le premier à savoir mettre une armoire entière dans un carton qui ne prend pas beaucoup de place parce que l'objectif était de demander au client de transporter lui-même les meubles qu'il venait d'acheter. Donc, il fallait réfléchir à la manière d'optimiser au maximum les produits que l'on vendait. Donc, le paquet plat, aujourd'hui, on en voit dans bien d'autres enseignes d'ameublement, mais c'est Ikea qui est à l'origine de l'innovation du paquet plat et du meuble en kit. Dans les compétences clés, on a aussi la stratégie globale. Quel que soit le pays dans lequel Ikea s'implante, il s'y implante de la même façon. Donc, on reproduit à l'identique la stratégie dans tous les pays du monde et les produits qui sont vendus sont identiques, quels que soient les pays dans lesquels Ikea s'implante. Et puis enfin, une intégration de la production, c'est le dernier savoir-faire d'IKEA. IKEA passe des accords, sous-traite avec
une multitude de fabricants pour contrôler la production et donc élaborer le cahier des charges et définir les produits qu'il a envie de vendre. Donc on s'intègre vers l'amont pour pouvoir élaborer, construire, produire, fabriquer les produits qu'on a envie de vendre sur le marché. Si on avait à définir le positionnement d'IKEA, on dirait que IKEA est le magasin qui propose un design fonctionnel et démocratique. Fonctionnel parce que ça fait référence à tous les produits un peu ingénieux qui facilitent le quotidien du client, et démocratique parce que ça s'adresse à tous avec des prix qui sont bas. Donc IKEA, c'est un magasin qui propose des meubles au design fonctionnel et démocratique. Voilà une manière de définir le positionnement d'IKEA. Alors, en matière de composantes opérationnelles, au niveau de l'offre commerciale, on a vu ensemble des produits simples, peu encombrants, en kit, faciles à monter, qui sont résistants, qui sont innovants, puisque IKEA fait appel à des designers qui sont souvent mis à l'honneur dans les magasins. Un repérage dans le magasin qui est très simple, un parcours qui est fléché, qu'on qualifie de parcours en serpent. On passe devant toutes les catégories de produits et devant tous les produits, avec la possibilité de pouvoir utiliser des passages courts si on a envie d'aller plus vite. Des meubles qui sont mis en situation à une véritable théâtralisation de l'offre commerciale, et puis des services qui sont proposés aux clients comme la garderie d'enfants, donc les espaces de jeu, le restaurant qui est proposé, voilà, des services qui sont proposés aux clients. En termes de localisation, on s'adresse à une clientèle de trafic, ce sont des clients qui viennent spécifiquement pour visiter IKEA, sur un bassin qui comprend en général au minimum 1 million d'habitants, donc des zones de chalandise de 1h à 1h30 autour du magasin, et une implantation qui se fait en périphérie, dans des zones commerciales, proches des autoroutes, avec des parkings qui sont proposés pour pouvoir permettre aux clients de se garer très facilement. Concernant le modèle économique, on est sur une stratégie de domination par les coûts. L'objectif est de réduire les coûts au maximum pour pouvoir baisser les prix aux clients, répercuter la baisse des coûts au niveau de la baisse des prix. Et grâce à une stratégie mondiale, donc on fait des économies d'échelle. Quand on fabrique à grande échelle, on réduit les coûts de fabrication, donc au final les coûts des produits qui sont vendus. La logistique et le stockage des produits sont également réduits, puisque avec le paquet plat, vous arrivez à stocker davantage de produits, donc on réduit les espaces de stockage qui sont nécessaires. Réduction des coûts, on en a parlé, avec la délégation d'un certain nombre de charges au consommateur, puisque c'est lui qui va chercher les produits dans les rayons, qui scanne les produits, qui ramène les produits chez lui. Donc, on va avoir une baisse des coûts qui va pouvoir impacter le prix de vente au consommateur. Au niveau de la communication, on est sur une communication de masse, un catalogue, je vous ai dit, qui est diffusé à très très grande échelle, un site internet qui relaie l'offre, mais aussi une publicité qui est plutôt une publicité de masse, qui utilise les grands médias, l'affichage, la télévision, mais aussi une communication plus de proximité avec les réseaux sociaux. IKEA est très présent sur Instagram, sur Facebook, etc., etc. Au niveau des interactions, on a à la fois des interactions humaines avec une présence des vendeurs assez importante. Il y a beaucoup de vendeurs sur le magasin, des vendeurs qui sont dans une posture d'accompagnement, d'aide, des vendeurs qui sont très faciles à repérer avec leur polo jaune sur la surface de vente, et puis de la technologie avec des outils d'aide à la conception, des outils de conception 3D qui permettent de concevoir soi-même, soit sur place, soit de chez soi, différents espaces d'aménagement. Quelques illustrations d'enseigne, puisqu'on parle du concept d'enseigne et du capital enseigne. En 2020, selon une étude qui a été faite très très récemment auprès
de 10 000 Français, l'enseigne préférée des Français est l'enseigne Decathlon. Donc Decathlon bénéficie d'une image qui est une image extrêmement positive, d'un capital marque qui est très très fort aujourd'hui auprès des Français. Alors vous avez d'autres enseignes dans l'alimentation spécialisée, c'est Grand Frais qui est l'enseigne préférée. Dans les grandes surfaces alimentaires, c'est l'enseigne Leclerc. Dans l'ameublement et la décoration, Ikea, dont on vient de parler. Dans la beauté, c'est l'enseigne Sephora qui obtient la préférence des Français. Dans le bricolage, c'est l'enseigne Leroy Merlin. Zara arrive en tête des enseignes préférées des Français dans la mode généraliste monomarque. Il faut savoir que l'année dernière, c'était l'enseigne Kiabi et depuis de très très nombreuses années. Et l'enseigne Kiabi est l'enseigne qui a la plus grosse part de marché au niveau textile en France. Dans les enseignes multimarques, ce sont les Galeries Lafayette qui arrivent en tête. Dans les enseignes électroménagers et produits culturels, c'est l'enseigne Amazon devant la Fnac. Et dans les objets du quotidien, c'est l'enseigne Action qui est implantée en France depuis très peu d'années et qui aujourd'hui a la préférence là aussi des Français. En conclusion de ce chapitre, ce que nous avons vu ensemble, c'est que le concept d'enseigne se construit donc à partir d'un ensemble d'éléments qui permettent de générer à la fois de la notoriété, c'est-à-dire d'être connu auprès des clients, mais aussi de l'image, c'est-à-dire une perception particulière dans l'esprit des consommateurs, qui vont ensemble, notoriété et image, construire ce que l'on appelle le capital enseigne. Ce capital enseigne va représenter un repère pour le client et va être une source de valeur, une source de bénéfice à la fois utilitaire, symbolique et hédonique, comme nous l'avons développé ensemble. Ce capital enseigne est à la base de réactions qui vont être à la fois attitudinales et comportementales. L'attitude, je vous rappelle que c'est la prédisposition à faire quelque chose. Donc, dans l'attitude, on va par exemple avoir les préférences, l'attachement à l'enseigne ou la confiance à l'égard de l'enseigne. Et dans les réactions comportementales, c'est les agissements du client, donc la fréquentation, l'achat ou la fidélité sont des réactions comportementales. Et l'ensemble de ces réactions attitudinales et comportementales sont évidemment liées à toutes les décisions que l'on aura prises pour pouvoir construire un concept d'enseigne qui va être le plus fort, le plus solide possible et qui va donner envie aux clients de venir fréquenter son enseigne. Voilà pour le chapitre sur la construction du concept d'enseigne.